bonjour à tous, je m'appelle Michael Anna, je suis radiologue au CHU à Strasbourg et on va faire quelque chose un petit peu original puisqu'on va essayer de revoir ensemble les sujets des annales des ECN, EDN en sélectionnant exclusivement les questions d'imagerie. Alors c'est un exercice que je vais faire entre guillemets a cappella, hein. Ces sujets je ne les connais pas. On va les voir ensemble, on va simplement regarder comment est-ce qu'on analyse les questions d'imagerie, que ce soit des questions sur la sélection d'un examen ou des questions sur l'analyse d'images, comment est-ce qu'on raisonne, comment est-ce qu'on arrive à progresser dessus, à gagner des points sur la déduction, la logique. Vous verrez que c'est une matière qui est importante pour les ECN et sur laquelle vous pourrez facilement gagner des points. Voilà, c'est parti. On se retrouve donc sur le site du CNG dans l'onglet épreuves classantes nationales, ECN. Il faut scroller un petit peu et on retrouve les annales. Eh bien, je vous propose de regarder les annales les unes à la suite des autres. On va commencer par le CN Test de mars 2016 avec le premier DCP. C'est parti, on recherche les images ou les questions de radiologie. Premier dossier, question 13. On nous pose la question d'un examen à faire chez un enfant chez qui il y a eu un contact tuberculeux. L'enfant est a priori asymptomatique. On propose pour l'imagerie radiographie ou tomodensitométrie thoracique. Clairement, chez un enfant asymptomatique dans le cadre d'un dépistage, le premier examen en imagerie, c'est la radiographie du thorax de face qui suffit. Il n'y a pas besoin de faire d'emblée une tomodensitométrie. Par contre, si le patient était symptomatique, là, ça pourrait se discuter. On pourrait aller directement à la tomodensitométrie. Voilà, on continue sur le sujet numéro 2, question 10. Patiente avec une toux, le cliché thoracique joint suggère l'existence d'un syndrome interstitiel avec des poumons de petit volume. Alors je suis en direct, effectivement, il faut un peu se tuer l'œil, mais on a quand même l'impression d'avoir, enfin plus qu'une impression, hein, d'avoir une accentuation de la trame alvéolo-interstitielle, notamment ici en basse gauche. On décide de réaliser un scanner thoracique avec notamment étude du parenchyme pulmonaire, coupe fine dont vous avez deux coupes jointes. Voici les coupes de scanner thoracique. Donc il s'agit de coupes parenchymateuses axiales sur un scanner thoracique dédié à l'analyse du parenchyme pulmonaire. Donc si on vous présente ça, évidemment, on va rechercher des anomalies au niveau du parenchyme. Qu'est-ce qu'on vous propose? Les lésions prédominobasales. Donc un scanner normal, un parenchyme pardon, normal, c'est plutôt noir avec des petites anomalies linéaires qui correspondent aux structures interstitielles. Et là, ici, les anomalies correspondent à ces densités surajoutées, notamment ici, que vous voyez. Et donc, effectivement, cette coupe, elle est au niveau du cœur, elle est plutôt inférieure. Cette coupe, elle est au niveau de l'arc aortique, elle est plutôt supérieure. Il y a beaucoup plus d'anomalies ici. Donc, effectivement, les lésions prédominent aux bases. Est-ce que le verre dépoli représente la principale anomalie? Non, le verre dépoli, il n'y a pas beaucoup de verre dépoli sur cet examen. Et clairement, les anomalies principales, ce sont ces lésions qu'on voit ici, qui ne sont pas des lésions en verre dépoli. Il existe des images en rayon de miel en région sous-pleurale. Effectivement, vous voyez ici toutes ces images kystiques qui sont arrangées en des structures linéaires à plusieurs couches qui correspondent effectivement à du rayon de miel. Les images sont cohérentes avec l'auscultation pulmonaire. Je ne sais pas ce qu'avait l'auscultation pulmonaire, donc ça on va passer. Les dilatations de bronches représentent la principale anomalie. Non, effectivement, la principale anomalie, c'est clairement le rayon de miel avec la fibrose. Les dilatations que l'on devine un petit peu par ici et par là sont une conséquence de la fibrose pulmonaire. Voilà, c'est le dossier suivant. Cette fois-ci, c'est une question d'indication. Examen ECG non contributif, aucun traitement d'expiry. Vous décidez de faire un dépistage non invasif de l'ischémie myocardique. Alors, est-ce que l'ETO détecte l'ischémie? Évidemment, non, ce n'est pas la bonne réponse. L'échographie intracoronaire n'est pas un examen de dépistage, c'est un examen de caractérisation. Donc non, la scintigraphie myocardique à l'effort est un bon examen de dépistage. Oui, le test d'effort est un mauvais examen de dépistage, mais on peut considérer, surtout en 2016, qu'il s'agissait d'une réponse juste.
L'IRM d'effort, clairement, n'est pas un examen de première intention. Et peut-être qu'en 2023, si vous avez cette question-là, on peut rajouter le coroscanner qui, stricto sensu, ne dépiste pas l'ischémie myocardique, mais établit un bilan anatomique des coronaires avec un petit peu le même objectif. Voilà, on passe au dossier numéro 4. Devant l'association du marche à petits pas d'une micrographie d'un tremblement de repos, vous suspectez une maladie de Parkinson. Alors, la scintigraphie cérébrale, le DAT-scan, c'est dans ma mémoire un bon examen pour la maladie de Parkinson. L'IRM cérébral en première intention n'est probablement pas un examen indispensable, même si elle est en règle générale bien souvent réalisée, plutôt pour des diagnostics différentiels, parce que pour la maladie de Parkinson à proprement parler, il n'y a pas de signe franc ou évident ou évocateur à l'IRM. L'IRM n'apportera pas pour le diagnostic positif, au contraire du DAT-scan, mais elle apportera pour le diagnostic différentiel. Donc, franchement, ça se discute. Je suis pas certain que ce soit une évaluation indispensable en première intention. Voilà, on continue sur un dossier suivant. A priori, c'est un dossier d'urgence et on nous montre un cliché du thorax. Donc, première chose, hein, quand on a un cliché, on regarde d'abord la qualité de l'examen. Donc là, c'est pas terrible puisque le patient n'est pas parfaitement de face. Il vous manque les cul-de-sac pleuraux à droite et à gauche. Donc, on n'a pas l'ensemble du parenchyme pulmonaire. L'inspiration est relativement correcte. Vous voyez les électrodes ECG qui n'ont même pas été enlevées. On ne peut pas dire si le cliché a été réalisé en position assise ou debout puisqu'on n'a même pas la poche à air gastrique. Bref, qualitativement, c'est pas terrible. Alors, on vous propose condensation parenchymateuse lobaire inférieur gauche. Effectivement, il y a une opacité en base gauche qui est tout à fait compatible avec une condensation alvéolaire lobaire inférieure gauche. Est-ce qu'il y a un élargissement médiastinal? Non. Est-ce qu'il y a une hyperclarté du sommet droit? Alors franchement, là je suis en train de me tuer les yeux, mais non. Est-ce qu'il y a un épanchement pleural droit? Alors il manque le cul-de-sac, mais en tout cas en dehors d'un petit émoussement possible du cul-de-sac qu'on ne voit pas, il n'y a pas d'épanchement pleural droit, il n'y a pas de ligne de damoiseau. Est-ce qu'il y a un pneumothorax de l'apex droit? Non, hein, on arrive à suivre comment ça s'appelle, la trame alvéolo interstitielle de manière à peu près symétrique jusqu'au bout, en tout cas sur la qualité de cette image. Même en zoomant, ouais, on la voit, hein. Donc il n'y a pas de pneumothorax, donc clairement l'anomalie c'est une pneumopathie basale droite. On continue avec ECN test de mars 2016, les QI. Voilà, on a un premier QI, patient de 35 ans, sans antécédent, sciatique typique de trajet L5 évoluant depuis 15 jours avec un examen clinique, un signe de l'ASEC à 60 degrés, sans déficit moteur. Quel examen complémentaire demandez-vous? Eh bien, normalement, sur les lombalgies aiguës, il n'y a pas d'intérêt à réaliser une imagerie. Donc, 15 jours, a priori, la radio, elle ne sert à rien. Le scanner, l'IRM, c'est trop tôt. La sacco-radiculographie, ça ne se fait plus. Donc, moins de 15 jours, enfin, aigu, moins de 15 jours, aucun examen complémentaire s'il n'y a pas de red flag, ce qui a priori n'est pas le cas chez un patient de 35 ans sans antécédent. Bon, continue, il n'y a vraiment pas beaucoup d'imagerie dans ces QI, hein, c'est un petit peu décevant. Voilà, on arrive enfin à une question de radiologie. Une patiente de 23 ans réalise une radiographie pulmonaire puis un scanner thoracique pour altération de l'état général. Voici le TDM thoracique. Alors, il est particulièrement moche. Ce n'est même pas une capture d'écran, c'est une photo d'un film sur un négatoscope. C'est franchement honteux. Donc, coupe axiale, injection. Vous avez ici le tronc de l'artère pulmonaire. Vous avez ici la veine cave supérieure qui est très dense parce que le produit de contraste a été injecté dans le bras, donc au niveau du membre supérieur. Vous avez ici aorte ascendante, aorte descendante et vous avez plein d'adénopathies. Alors, le 1, c'est le tronc de l'artère pulmonaire, oui. Le 2, c'est l'aorte descendante, oui. Le 3, l'aorte ascendante,
Eh bien, ce n'est pas l'aorte ascendante, c'est assez piégeux, c'est la veine cave supérieure. On peut le dire parce que vous voyez que la différence de densité, ça a la même densité que ça, c'est donc aortique. Ça, c'est plus dense parce qu'il y a le produit de contraste. Ça, c'est la veine cave supérieure. La légende carte marque des adénopathies hilaires droites. C'est faux, c'est des adénopathies hilaires gauche. La légende 5 marque la trachée. C'est faux, on n'est pas au niveau de la trachée. On est sous la bifurcation. Donc ça, c'est la bronche souche gauche. Excellent, on revient à de la radiographie. Identifier les éléments anatomiques désignés par les chiffres. Donc il s'agit d'un scanner, on va zoomer, d'un scanner thoracique injecté en coupe axiale. On a ici un bel épaississement pleural gauche. Alors, proposition A, le 9 égale l'œsophage. Ça, effectivement, ici vous avez la trachée. En arrière, s'il y a de l'air avec une paroi, c'est l'œsophage. Le 5, c'est la veine cave supérieure. Donc, effectivement, le 5, c'est bien la veine cave supérieure. Le 6, c'est l'oreillette droite. Non, là, ici, c'est l'oreillette gauche, avec ici en 7, la veine pulmonaire. Le 2, l'aorte thoracique ascendante. Non, ça, vous voyez, c'est le tronc de l'artère pulmonaire qui va se diviser, avec ici l'artère pulmonaire droite. Le 3, la branche droite de l'artère pulmonaire. Effectivement, là ici, c'est la branche droite de l'artère pulmonaire. Quand on regarde ce qui ne vous n'a pas été demandé, en 1, c'est la veine cave supérieure qui se prolonge ici en 5. Là, ici, c'est le tronc artériel brachiocéphalique. Là, c'est la carotide commune gauche. Là, c'est la crosse de l'aorte. Là, ici, c'est l'aorte thoracique descendante, l'oreillette gauche, la veine pulmonaire gauche. Et là, ici, le ventricule droit. Ok, on a fini, on continue avec deuxième DCP. Voici une question d'indication. Le diagnostic de cancer du larynx est confirmé à la biopsie. Quel examen d'imagerie demandez-vous devant ce cancer avancé dans le cadre du bilan d'extension? Est-ce qu'on demande un PET scanner? Ça peut se discuter, peut-être pas en première intention, mais c'est effectivement une possibilité. Échographie Doppler des vaisseaux du cou, non. IRM cervical, probablement pas en première intention. TDM cervico-facial, oui, en première intention. TDM thoracique, oui, si on ne réalise pas de PET scanner. Donc, ça dépend énormément des protocoles. Franchement, il n'y a pas de réponse absolue à ça. Clairement, la TDM cervico-faciale, c'est obligatoire. L'IRM cervico-facial, c'est en seconde intention. L'écho Doppler, c'est non nécessaire. Le PET scanner possible, TDM thoracique possible également. Voici une nouvelle question de radiologie. Les douleurs thoraciques se complètent ensuite de lombalgie et de douleurs des membres d'horaire nocturne. Vous disposez d'un scanner lombaire et de radiographie des humérus. Voici le scanner. Donc c'est effectivement un scanner lombaire en reconstruction osseuse, en coupe sagittale. On voit plusieurs lésions lithiques au sein du scanner. Sur l'humérus, nous avons également plusieurs lésions lithiques. Dans ce contexte, quelle interprétation? Fracture ostéoporotique du corps vertébral de L4. Alors, il y a une fracture de L4 ici, puisque ça c'est S1, ça c'est L5, ça c'est bien L4, mais cette fracture n'est pas d'allure ostéoporotique, puisqu'elle se fait a priori sur une lésion lithique, donc plutôt pathologique. Géode dégénérative liée à l'âge, on ne sait pas quel âge il a, mais non. Ostéoporose mouchetée, non. Lacune ostéolytique, oui. Lacune d'origine infectieuse, je ne sais pas quel est le contexte, mais clairement, il n'y a aucune raison qu'une infection donne des lacunes ostéolytiques. Donc c'est réponse D. Voilà, on arrive à un scanner cérébral. Oh, la catastrophe d'image, c'est une honte. Donc, ce scanner cérébral, c'est une photo, là encore, d'un film imprimé. Qu'est-ce qu'on voit? Il est sans injection, il y a une déviation de la ligne médiane vers la gauche et il y a cette image dense qui est présente, qui est lenticulaire, hématome sous-dural, hématome intracérébral, hématome extradural, embarrure, méningiome de la convexité. Alors là, c'est un hématome extradural du fait de la forme en double lentille. Est-ce qu'il y a une embarrure? Je ne sais pas à quoi correspond ça, mais on a l'impression que ça dépasse. Donc embarrure, en tout cas, là, on aurait du mal à le voir vu le fenêtrage. Donc on va dire plutôt non. Alors, une femme de 74 ans est amenée aux urgences par les poumons, est tombée seule, très algique, elle bichote, une chute est survenue, elle n'a pas pu se relever, elle vous signale une HTA, une fracture du poignet, un cancer du sein,
la douleur est de siège thoraco-lombaire très intense, examen normal. On suspecte une fracture vertébrale. Et donc cette première question, c'est quel examen complémentaire demander en première intention? Alors, il y a une histoire de fracture du rachis, donc probablement qu'une densitométrie osseuse sera nécessaire, mais pas en première intention. La scintigraphie osseuse, clairement pas en première intention. On suspecte une fracture vertébrale. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait entre radiographie standard, scanner et ou IRM? Franchement, en 2023, il n'y a pas de réponse claire. Je pense qu'en première intention, hors situation d'urgence, on peut se permettre de réaliser des radiographies standards, mais assez vite, hein, et surtout si ces radiographies sont positives et ou discutables, on va aller sur un second examen, scanner ou IRM. En pratique, en première intention, ce sera soit le scanner, soit la radiographie, et en seconde intention, l'IRM et la densitométrie. Donc là, en première intention, j'aurais mis la radiographie. Ah ben ça continue, effectivement on a une radiographie. Alors quel argument spécifique en faveur d'un tassement ostéoporotique de L2 retenez-vous? Donc pareil, hein, cette radiographie elle est dégueulasse. On a a priori L5 ici, L4, L3, L2. Effectivement L2 présente un tassement vertébral. Est-ce qu'on a une déminéralisation globale du rachis? Oui, vous voyez qu'on voit très bien la corticale, mais quasiment rien au niveau de la médulaire. Est-ce qu'on a un aspect biconcave de L2, concave, concave? Oui. Une rectitude rachidienne, il y en a, mais ce n'est pas un argument en faveur de l'origine ostéoporotique, donc non. Des lacunes osseuses, il n'y en a pas. Un respect du mur postérieur, oui, vous voyez que le mur postérieur est globalement au même niveau, ce qui est en tout cas pas en faveur, enfin en tout cas, qui n'oriente pas vers une origine maligne. Alors, ça continue, c'est vraiment un sujet avec plein d'imagerie. En raison de ces antécédents néoplasiques, vous voulez éliminer une localisation secondaire. Une IRM est demandée, donc effectivement, examen de seconde intention. Alors, on confirme la nature ostéoporotique par... Alors, c'est costaud comme examen, comme demande. Donc, hyposignal en T1. Si vous avez un hyposignal en T1, ça veut dire que vous avez une lésion qui est présente à l'intérieur de la vertèbre en T1 spontané. Donc ça, ce n'est pas en faveur de la nature ostéoporotique. Un hyposignal en T2, pareil, ce n'est pas en faveur de la nature ostéoporotique. Un hypersignal en T1, ça veut dire en T1 hypersignal, ce serait plutôt de la graisse. Et donc un hypersignal en T1, signe de la graisse qui n'oriente pas spécifiquement vers la nature ostéoporotique. Un hypersignal en T2, T2 c'est la pondération pour les liquides. Un hypersignal pourrait être en T2 du liquide ou aussi également de la graisse. Donc difficile. Un hypersignal en séquence pondérée T2 avec suppression du signal de la graisse. Donc dans ces cas-là, l'hypersignal en T2 est exclusivement de l'œdème. Un œdème au sein d'une fracture vertébrale est en faveur du caractère récent de la fracture et oriente plutôt vers la nature ostéoporotique. Par contre, ça ne confirme pas la nature ostéoporotique. Donc clairement, ce QCM, il est débile. Je sais pas qui c'est qui l'a fait. Enfin, si c'est un rhumatologue qui l'a fait, qui connaît pas grand-chose à l'IRM, puisque pour éliminer une localisation secondaire, ce qu'on va rechercher, c'est une absence de remplacement médulaire. Et donc, l'idéal, c'est la séquence T1 avec injection qui ne retrouve pas de prise de contraste. Éventuellement, l'alternative, c'est une séquence T1 normale, sans remplacement médulaire, donc avec de la graisse partout, donc avec un hypersignal globalement homogène en T1. Mais là, clairement, il n'y a rien en IRM qui confirme la nature ostéoporotique. On écarte la métastase ou la tumeur, mais on ne confirme pas la nature ostéoporotique en IRM. L'ostéoporose, elle ne se confirme pas en IRM, elle se confirme en densitométrie. Donc franchement, QCM, concon. Ok, on continue avec le troisième DCP. Voilà, quels examens sont à réaliser en première intention? Il y a des examens d'imagerie, mais je ne connais pas le contexte. On évoque une méningite infectieuse.
Donc, pour une méningite, clairement, c'est la ponction lombaire. Est-ce que une imagerie cérébrale est à réaliser en première intention? Ça peut se discuter si l'examen neurologique est anormal. Il faut écarter une anomalie qui pourrait venir contre-indiquer la réalisation de la ponction lombaire. Et donc, pour cela, le scanner cérébral est généralement suffisant. Sinon, en première intention, ce n'est pas forcément nécessaire et obligatoire de faire une imagerie cérébrale chez un patient avec une méningite, en tout cas pas en première intention. Voilà, un scanner cérébral est réalisé. Quelles sont les anomalies présentes? Alors, pareil, hein, c'est scandaleux, c'est pas des images, ça c'est nullissime. Donc, on a ici un scanner en coupe axiale qui n'est pas injecté. Nous avons ici la reconstruction en fenêtre osseuse. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons beaucoup de noir ici, à l'intérieur de la cavité encéphalique, ce qui n'est pas normal. Nous avons aussi beaucoup de noir ici, ce qui n'est pas normal. Donc il y a une pneumoncéphalie. Donc probablement qu'il y a une fracture quelque part avec les sinus et qui communique avec le cerveau. Comblement de l'oreille moyenne droite. Donc effectivement, vous avez ici au niveau de l'oreille moyenne à droite, vous ne voyez plus d'air au sein de la mastoïde, comparativement à ici, et vous ne voyez plus rien du tout. Donc oui, ça oui. Hémorragie méningée, franchement, on n'a pas l'impression. Pneumoncéphalie, on l'a vu, oui. Abcès cérébral, non. Opacité des cavités sinusiennes, on voit un petit peu du sinus maxillaire ici et là, c'est pas opaque. Donc c'est une pneumoncéphalie, comblement de l'oreille moyenne droite. Alors rapidement, la radiographie thoracique a montré une opacité de l'émission supérieure droit. Hein. Je ne sais pas du tout quel est le contexte. Un examen tomodensitométrique thoracique confirme une opacité de 3 cm de diamètre, lobaire supérieure droite. Alors on voit que c'est pas un radiologue qui a écrit le truc, puisque en scanner, on ne parle pas d'opacité, on parle de masse, de nodules. 3 cm, a priori, c'est une masse. Parmi les examens suivants, quels sont ceux que vous prescrivez à visée diagnostique? Alors, juste pour vous dire, l'IRM thoracique. L'IRM thoracique n'a pas d'intérêt dans l'analyse du parenchyme pulmonaire. Donc là, si a priori la masse est parenchymateuse, l'IRM n'a aucun intérêt. L'IRM thoracique est un examen de seconde intention qui peut être utile pour l'analyse du médiastin. Donc, si vous avez une masse médiastinale, si vous avez des anomalies vasculaires, si évidemment vous avez des anomalies cardiaques, l'IRM peut être utile. Par contre, et de manière très générale, pour le parenchyme pulmonaire, l'IRM est en général non nécessaire. Voilà, on continue. La fibroscopie bronchique a permis de diagnostiquer un cancer bronchique épidermoïde, lesquels doivent être prescrits dans le cadre du bilan d'extension. Radiographie abdominale sans préparation, évidemment, ça ne sert absolument à rien pour le bilan d'extension, donc vous oubliez. Les EFR, ça peut servir si le patient doit être opéré. La nasofibroscopie, ça, je ne sais pas. Le PET scanner est utile dans le bilan d'extension des cancers pulmonaires. En tout cas, il est quasiment systématique à l'heure actuelle. La scintigraphie pulmonaire de ventilation-perfusion, elle peut être utile si le patient est opérable, ce qui a priori semble être le cas ici. Voilà, alors un scanner cérébral avec injection est réalisé. Il est conclu à une thrombose veineuse cérébrale. Quels sont les éléments présents sur cette imagerie? Alors, on a ici un scanner cérébral en coupe coronale. Il s'agit d'un angioscanner puisque vous voyez ici l'opacification d'une partie du polygone de Willis, ici le tronc basilaire avec les cérébrales postérieures. Il s'agit d'un MIP puisque vous voyez les vaisseaux sur une longue partie de leur trajet, donc il y a un épaississement au niveau des coupes. Première question, est-ce qu'il y a un effet de masse? Alors, vous avez ici la ligne médiane, vous avez ici une partie des ventricules latéraux que vous voyez. Il n'y a pas de déviation de la ligne médiane, il n'y a pas de déviation des ventricules, il n'y a pas d'effet de masse visible sur le peu de sillon qu'on arrive à voir. Donc non. Est-ce qu'il y a un œdème? Clairement, là, ici, le fenêtrage n'est pas adapté pour voir un œdème. On voit les vaisseaux, mais on ne voit pas du tout les sillons, la substance blanche, la substance grise. Donc, œdème, il n'y en a probablement pas, mais on ne peut même pas le voir là-dessus.
thrombose du sinus longitudinal supérieur. Effectivement, nous voyons ici le sinus longitudinal supérieur avec un trou ici à l'intérieur, et puis c'est marqué dessus thrombose veineuse cérébrale, donc ça, oui. Hématome sous-dural, on ne voit pas d'hématome sous-dural, ça c'est simplement un vaisseau, ce n'est pas un hématome. Tumeur cérébrale, on ne voit pas de prise de contraste, donc non. Donc effectivement, c'est une question complètement débile, puisqu'on vous donne la réponse du scanner et on vous dit le scanner a conclu à ça. Qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit ça. Voilà, vous décidez d'effectuer une radiographie pulmonaire. Le patient est accompagné dans le service de radiologie. La radiographie pulmonaire est la suivante. Alors, voilà encore quelqu'un qui sait même pas enlever les noms sur les radiographies, qui est obligé de mettre du pauvre Tipex sous Paint. Alors, quelle anomalie radiologique retenez-vous sur ce cliché? Alors déjà, on regarde si le cliché est de bonne qualité. Il est globalement centré. Vous voyez la ligne des épineuses par rapport à l'extrémité des clavicules, l'extrémité interne. Il est correctement inspiré des deux côtés. Il est a priori réalisé en position debout puisqu'on a l'impression de voir une poche à air gastrique. On voit les cul-de-sac et les apex. Et donc, effectivement, on a une anomalie, une asymétrie de transparence avec, vous voyez ici, une opacité globale du poumon gauche, en tout cas du champ pulmonaire gauche. Je n'ai pas l'impression de voir d'autres choses évidentes comme ça, mais la qualité est vraiment nullissime. Alors, comblement du cul-de-sac pleural gauche, non, on voit bien le cul-de-sac. Élargissement médiastinal, plutôt non. Cardiomégalie, non. Opacité multiple, non systématisée de l'hémichien gauche, oui. Décollement pleural du sommet gauche, non. Ça continue. Au vu des images radiographiques, vous avez demandé un scanner thoracique. Vous avez bien fait. Qui montre de multiples anomalies de l'hémichien gauche. C'est ce qu'on a répondu avant. Illustré par la coupe suivante. Alors, il s'agit d'un scanner thoracique en coupe axiale, en fenêtre parenchymateuse. Donc on voit le parenchyme. Ici, c'est la droite. Ici, c'est la gauche. Vous voyez ici la scissure gauche. Donc en arrière, c'est le lobe inférieur gauche. En avant, c'est le lobe supérieur gauche. Qu'est-ce que vous avez à l'intérieur? Vous avez de la condensation alvéolaire, donc c'est une densité qui efface toutes les structures adjacentes, excavée avec une excavation, puis on a l'impression d'avoir un petit peu pareil par endroit du côté droit. Alors, ça, clairement, il s'agit d'une condensation alvéolaire avec excavation dans le lobe supérieur. Je ne sais pas du tout quel est le contexte, mais là, ça sent la tuberculose. Donc pneumopathie virale, clairement pas. Pneumopathie à pneumocoque, pneumo pas. Mycoplasme, probablement pas. Tuberculose, oui. Cancer du poumon. Alors, très important. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de cancer du poumon? Alors, il y a probablement tout un contexte infectieux détaillé, mais ce n'est pas un cancer du poumon parce que vous avez du verre dépoli autour, un caractère très hétérogène, et puis surtout une condensation alvéolaire extensive, avec quelques petits bronchogrammariques et des images multiples, bilatérales, qui font vraiment plutôt évoquer une cause infectieuse. Donc la tuberculose, clairement. Voilà, on a fini pour les ECN de mars 2016. On fait les ECN 2016 avec le premier DCP. Alors, on continue, question numéro 9, la radiographie de thorax pratiquée est la suivante. Je suis passé hyper vite, mais j'ai l'impression que c'est un contexte traumatique. Quelles sont là les propositions qui s'appliquent à ce cliché? Alors, ce cliché est globalement de bonne qualité, en tout cas par rapport aux critères radiographiques. Effectivement, quand on regarde, même si c'est particulièrement moche, eh bien, en zoomant, qu'est-ce qu'on voit? Vous voyez que du côté gauche, on conserve la trame alvéolo-interstitielle normale habituelle, alors que cette trame n'est pas visualisée sur la quasi-totalité de l'émichant pulmonaire droit et qu'on voit ici eh bien, la ligne de décollement de la plèvre. Il y a un pneumothorax, ça c'est clair et évident. Est-ce qu'il y a des fractures costales? Ça, c'est un petit peu moins évident. Qu'est-ce qu'on va nous proposer? Alors, hyperclarté de l'hémithorax droit, oui. Hyperclarté de la base gauche, a priori, non. Ça, c'est plutôt normal. Latérodéviation de la trachée est globalement bien centrée, non. Comblement du cul-de-sac pleural droit, alors, normalement, le cul-de-sac doit être un petit peu plus pointu. Est-ce qu'il est un peu émoussé? Franchement, ça se discute dans les pneumothorax. C'est pas impossible qu'il y ait un petit peu de sang ou de liquide.
franchement, ça se discute, c'est très léger, hein. Rétraction du poumon droit, effectivement, oui, le poumon droit est collabé, rétracté, donc ça, oui, ça c'est sûr. 6 juin, un cliché de la tomodensitométrie abdominale. Alors, je ne sais pas du tout quel est le contexte, on va regarder ensemble. Proposition A, augmentation de taille de l'appendice. Donc là, ici, vous avez une coupe axiale d'un scanner abdominal. Ce scanner est non injecté. Regardez l'aorte, regardez le foie, regardez les vaisseaux mésentériques. Tout est homogène. Donc, c'est un scanner abdo sans injection à l'étage, on va dire, au niveau du foie. Donc là, l'appendice, il est beaucoup plus bas, donc c'est pas possible. Un hydrocholécyste. Donc hydrocholécyste, c'est une dilatation de la vésicule biliaire par une augmentation de son contenu en bile. La vésicule biliaire est visible ici. Alors elle est difficilement visible, en tout cas elle n'est pas augmentée de taille, donc non. Un pneumopéritoine, très intéressant. Effectivement, là ici, vous avez de l'air, c'est noir, comme autour. Vous avez ici, là, et là, et là, et là, et là, et là, plein de bulles d'air extra-digestives. Là, ici, c'est du tube digestif, probablement un bout du côlon ou de l'angle colique gauche. C'est normal d'avoir de l'air dans le tube digestif. Par contre, là, c'est pas dans du tube digestif, là, c'est en dehors, et donc vous avez un pneumopéritoine. La glande surrénale droite. Est-ce que ça montre la glande surrénale droite? C'est vraiment complètement con comme question. Donc oui, la surrénale droite, elle est ici, et ça, c'est la surrénale gauche. Une nécrose de la glande pancréatique. Donc, déjà, sans injection, on ne peut pas voir la nécrose pancréatique. Donc, la réponse, de toute façon, va être non. Mais on va quand même regarder. On voit ici un bout de la queue du pancréas et du corps du pancréas qui a l'air relativement normal, sans infiltration autour. Donc, de toute façon, il n'y aurait pas d'anomalie au niveau pancréatique. C'est un pneumopéritoine. Alors, dans le bilan d'extension loco-régional de cet enfant, cet examen complémentaire est effectué. Quelles sont là les propositions exactes? Alors, je ne sais pas du tout quel est le contexte, mais quand on regarde cet examen, première chose à déterminer, c'est quel type d'examen. Vous voyez que l'os est blanc, c'est donc un scanner. Globalement, vous voyez que tout est très petit, c'est un scanner d'un bébé, probablement un enfant à 6 mois, 1 an, grand maximum, hein. Vous avez ici le rein gauche, vous avez ici la loge rénale droite, qui est le siège d'une volumineuse masse, vous avez ici le foie, vous avez ici la rate, vous avez ici l'aorte, vous voyez qu'elle est toute petite, hein, avec ici les différents vaisseaux. Ces vaisseaux sont rehaussés, donc cet examen est injecté. On voit aussi que le rein est injecté. Donc un scanner, oui. Injecté, oui. Il a été réalisé sous sédation. Alors, a priori, chez des enfants, quel que soit l'âge, on n'a pas besoin de sédater pour la réalisation d'un scanner. Ça, c'est la règle générale, en général, pour un scanner. Même chez les enfants tout petits, on a simplement besoin de les emmailloter un petit peu, de les contentionner, et on peut réaliser le scanner. Pourquoi? Parce que le scanner, c'est rapide, ça dure 5 minutes, grand maximum, à l'inverse de l'IRM. Après, je ne sais pas si dans le contexte, il y avait un truc particulier, mais en règle générale, il n'y a pas besoin de sédation. Sa réalisation sera précédée d'une analyse de la fonction rénale. En général, oui. La coupe présentée passe par le tronc cœliaque. Donc, nous avons ici quelque chose qui pourrait éventuellement correspondre à un bout du tronc cœliaque, puisqu'on a l'impression que ça va vers l'artère splénique, et là ici vers l'artère hépatique, mais c'est pas évident, donc j'aurais tendance à dire oui, mais clairement c'est pas le tronc cœliaque magnifique. Ça continue. Quelles sont là les propositions exactes concernant la radiographie du thorax de cet enfant? Donc effectivement, vous voyez cette radiographie du thorax avec les bras tenus en l'air chez un enfant réalisé en position couchée. Clairement, hein, c'est un enfant de quelques mois, grand maximum, hein. Le bouton aortique est bien visible. Non. L'arc inférieur droit correspond au ventricule droit. Oui. La trachée est anormalement déviée à droite. Oui. Vous voyez ici la trachée, hein, elle est effectivement déviée du côté droit. Il existe un élargissement pathologique du médiastin supérieur. Donc effectivement, puisque 1, la trachée est déviée, 2, le bouton aortique n'est pas visible, hein, on vous a orienté. Ce cliché est normal? Non, puisqu'on vient de répondre qu'il y a des anomalies.
Alors ça continue, hein, c'est un dossier qui est riche en imagerie. Là, a priori, c'est une radiographie du thorax dans les suites, hein. Le pauvre enfant, vous voyez, a eu un porte-à-4, hein, probablement une chimiothérapie. Le cliché est en inspiration. Alors, vous voyez où sont situés les diaphragmes. On voit très peu d'arcs antérieurs qui sont plutôt horizontaux, donc il n'est pas vraiment en inspiration. Il existe un pneumothorax. On n'a pas l'impression, puisqu'on a la trame alvéolo-interstitielle de manière bilatérale. La voie veineuse centrale passe par le tronc brachiocéphalique gauche. Donc là, ici, vous avez la voie veineuse centrale. Effectivement, ça, c'est le tronc brachiocéphalique gauche et ça va dans la veine cave supérieure. Donc oui, l'extrémité distale de la veine veineuse centrale est dans la veine cave supérieure. L'extrémité distale, elle n'est pas dans la veine cave supérieure, elle est dans l'oreillette droite. Les cavités rénales sont visibles. Euh, Alors, on voit là ici un peu, alors je ne sais pas si c'est du produit de contraste résiduel, mais on voit effectivement les calcifications ou des calcifications, hein, des cavités au niveau des cavités rénales. Donc oui, elles sont au moins partiellement visibles, mais ça, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Alors, un dossier, vous avez demandé une IRM médulaire. Pareil, je ne sais pas quel est le contexte. Il s'agit probablement d'une personne jeune, hein. Vous voyez qu'il n'y a pas du tout d'arthrose, hein. C'est une IRM médulaire, une coupe sagittale. On voit ici le LCR qui est en blanc, c'est donc une pondération T2. Vous avez la graisse qui est en blanc également en sous-cutané. C'est une pondération T2 sans suppression du signal de la graisse. C'est une IRM médulaire, donc là-dessus, on ne va pas chercher à voir les disques, on ne va pas chercher à voir ce qui se passe ailleurs, on va chercher ce qui se passe à voir au niveau de la moelle. Et donc, zoomons un petit peu et regardons au sein de la moelle. Vous avez ici la moelle, donc là, ne pas la voir, c'est normal parce que vous avez un effet de volume partiel, donc la moelle n'est pas forcément dans le plan de coupe. Je continue, je continue, je continue, j'ai du liquide avant, j'ai du liquide derrière, donc j'ai pas de compression médulaire. Je continue, et là, boum, qu'est-ce que j'ai? Une anomalie de signal au sein de la moelle avec un hypersignal T2 nodulaire au niveau de la moelle dorsale. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? C'est une image de compression médulaire? Non, puisqu'on voit bien du liquide partout, il n'y a rien qui pousse dessus. Un hypersignal intramédulaire à hauteur des vertèbres T4 et T5. Alors c'est là où ça devient délicat, c'est qu'il va falloir compter. Alors, on imagine que celle-là, elle est environ C2, C3, C4, C5, C6, C7. Ça, c'est D1 ou D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8. Donc, on est probablement un petit peu plus bas. Le cône médulaire est normal, on ne voit pas le cône médulaire. Cette image est une coupe sagittale en T2, oui. Une coupe d'IRM sans anomalie, non. Donc, a priori, c'est juste ça, et franchement, c'est un peu piégeux leur truc. Ça continue, une IRM cérébrale est effectuée. Il s'agit d'une IRM en coupe axiale flair au niveau sustentoriel et en axiale pondéré T2 au niveau sous-tentoriel. Donc sustentoriel, c'est le cerveau et sous-tentoriel, c'est au niveau du cervelet. Donc ça, c'est au-dessus, c'est le cerveau, donc c'est flair. Ça, c'est au-dessus, c'est le cerveau, c'est flair. Ça, c'est en dessous, c'est en T2. Parmi les propositions suivantes, laquelle sont exactes? Donc, vous voyez ici du blanc, 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 et là aussi du blanc. Prise de contraste multiple, donc c'est du T2 et du flair. Le contraste, le gadolinium, il est un hypersignal T1, sa prise de contraste ne se voit que sur des pondérations T1. Donc ça, c'est pas possible. L'hypersignal nodulaire principal sur la coupe du milieu est de siège frontal droit. Donc la coupe du milieu, c'est celle-là. L'hypersignal principal, c'est celui-là. Est-ce que c'est frontal droit? Franchement, c'est un peu délicat. C'est au niveau précentral. Franchement, ça se discute. Peut-être, peut-être pas. La coupe centrée sur la fosse postérieure passe par la moelle allongée par le bulbe. Non, ça c'est les pédoncules cérébelleux. Bon, c'est encore un petit peu haut pour le bulbe. On visualise au moins une lésion juxtacorticale. Donc par exemple, celle-là, effectivement, elle est proche du cortex. Donc oui. La lésion la plus volumineuse en sous-tentoriel touche le pédoncule cérébelleux droit. Donc en sous-tentoriel, c'est celle-là. Ça, c'est effectivement le pédoncule cérébelleux, mais c'est pas à droite, c'est à gauche. C'est un piège à 2 francs.
Voilà, on continue avec les QI de l'ECN 2016. Bon, ben, les QI, c'est pas très intéressant, il se passe rien. Voilà, enfin un peu d'imagerie concernant cette coupe radiologique. Alors, nous avons ici une coupe axiale. Vous voyez la vertèbre et les côtes, c'est donc un scanner. Vous avez ici une densité à l'intérieur des cavités piélo-calicielles et à l'intérieur de cette structure qui correspond à l'urtère. L'aorte, la veine cave inférieure sont isodenses et de densité un petit peu pareil que tout le reste. C'est donc un temps excréteur. Le produit de contraste est dans les cavités excrétrices. Il s'agit d'un scanner abdominal injecté en coupe coronale. Donc là, même si vous ne savez pas s'il est injecté ou pas, c'est pas possible, c'est pas une coupe coronale. Injecté à un temps tardif, effectivement, c'est un temps excréteur, c'est donc un temps tardif. La glande surrénale gauche est visible. Vous avez ici le rein gauche. La surrénale est au-dessus du rein. Ce n'est pas visible. Il existe une tumeur rénale gauche. Vous avez ici le rein gauche, vous avez ici le rein droit. Effectivement, vous avez un syndrome de masse franc sur le rein gauche. Oui, la veine rénale gauche est visible. Alors, c'est probablement cette structure, encore que ce n'est pas évident. Donc, franchement, c'est piégeux comme proposition. De un, ce n'est pas un temps pour voir la veine rénale. De deux, ce n'est pas exactement la coupe, mais il n'est pas impossible qu'on voit un petit bout de la veine rénale. Donc, puisque on vous demande si on la voit ou pas, effectivement, on la voit, donc oui. Encore un peu de radio. Une jeune femme de 28 ans non fumeuse a fait l'objet d'une radiographie du thorax dans le cadre du bilan d'une altération de l'état général associée à une dyspnée et une dysphonie. Quelles sont là les propositions justes parmi les propositions suivantes? Donc, nous avons ici la radiographie de face, nous avons ici la radiographie de profil. La radiographie de face est de qualité correcte. Vous avez ici la ligne des épineuses par rapport au bord interne des clavicules. C'est bien centré. On voit des apex jusqu'au cul-de-sac. Très bien. On a une bonne inspiration, on a un bon réglage du contraste. Donc, qu'est-ce que l'on voit? Vous avez le cul-de-sac à droite qui est normal, vous ne voyez pas le cul-de-sac à gauche, et puis vous avez cette ligne par ici qui correspond à la ligne de damoiseau. Il y a donc un épanchement pleural du côté gauche. Nous voyons aussi une masse ici qui efface le deuxième arc médiastinal, l'arc moyen à gauche, où normalement vous avez le il, et qui empêche aussi la visualisation correcte du bouton aortique. Enfin, vous avez ici le diaphragme du côté gauche avec en dessous probablement un bout de côlon qui est augmenté de taille. Donc, atelectasie lobaire inférieure gauche, non. Comblement de la fenêtre aortopulmonaire, oui. Masse médiastinale antérieure. Alors, quand on regarde, la fenêtre aortopulmonaire est comblée et effectivement, sur le cliché de profil, a priori, c'est plutôt médiastinale antérieure. Probable paralysie phrénique, oui, puisque vous avez une ascension de la coupole diaphragmatique du côté gauche. Probable paralysie récurrentielle, oui, parce que la patiente a une dysphonie et que cette masse est probablement à l'origine de sa paralysie, de sa dysphonie par paralysie récurrentielle. Alors, on continue. Concernant la coupe de scanner ci-dessous, quelles sont là ou les affirmations exactes? On va zoomer. Donc, il s'agit d'un scanner puisque vous voyez que l'os est bien blanc. Coupe axiale. Vous avez ici l'aorte ascendante, l'aorte descendante, la veine cave supérieure, l'artère pulmonaire. C'est donc un temps injecté artériel aortique. Là, ici, vous avez une masse qui prend le contraste, qui se situe sous la carène, ou à côté. Alors, ça dépend à quel niveau, on est peut-être un petit peu haut pour être sous la carène. Donc là, c'est probablement plutôt la trachée. Donc c'est une masse paratrachéale. Il existe une masse sous-carénaire. Alors, ouais, on a vu, difficile à dire, mais probablement oui. Il existe une masse dans le médiastin moyen. Alors, la topographie, c'est effectivement entre les structures prévasculaires et le tiers antérieur du rachis. Donc, c'est effectivement dans le médiastin moyen. Vous demandez en première intention une ponction transpariétale à l'aiguille pour obtenir un diagnostic de certitude. Donc,
J'imagine que transpariétal, ça veut dire transcutané. Donc effectivement, là, vu que la localisation est médiastinale proche de la carène, ça va être difficile. Et le diagnostic sera probablement donné par une biopsie transbronchique. Vous évoquez le diagnostic de tumeur germinale. C'est une possibilité. La tumeur germinale est plutôt médiastinale antérieure. Donc, ce n'est clairement pas le premier diagnostic, c'est un diagnostic différentiel qui est assez éloigné. Donc, on peut l'évoquer, mais ce n'est pas le premier diagnostic. Vous évoquez le diagnostic de tumeur neurogène. Clairement non, puisque la tumeur neurogène touche en priorité le médiastin postérieur et non pas le médiastin moyen. Donc ça, c'est clairement pas le diagnostic à évoquer. Voilà, on continue avec le deuxième DCP de 2016. Bon, ben toujours pas d'imagerie. Voilà, alors on réalise le bilan d'extension du myélome qui comprend notamment une IRM panrachidienne. Voici une des images de cet examen. Alors, pour savoir quelle séquence c'est, ben, quand on regarde comme ça, c'est difficile puisque vous avez la graisse qui est noire. Donc, vous voyez, on voit plus la graisse sous-cutanée. Donc, c'est clairement une séquence avec suppression du signal de la graisse. Et le liquide céphalorachidien qui doit être quelque part par là est noir. Donc, c'est une séquence pondération T1. Sauf que, qu'est-ce que vous voyez ici? Sagittal T1 FS GADO, donc ça conforte, hein, c'est une pondération T1 avec suppression FS et FATSAT, suppression du signal de la graisse, et GADO, c'est injection de gadolinium, effectivement, on voit rehaussement de certaines structures vasculaires, et ce qui va nous intéresser, c'est ce tassement vertébral clairement pathologique ici, puis aussi un remplacement médulaire. Alors, est-ce qu'on voit plusieurs fractures vertébrales lombaires? Il y a clairement celle-là, mais là ici, et là ici, et là ici, et par là ici. Donc oui, un recul du mur postérieur de plusieurs vertèbres. Il y a un recul du mur postérieur franc de cette vertèbre-là, mais a priori pas des autres. Une tumeur médulaire, non, on ne voit pas de tumeur médulaire. Une hernie discale L5, S1, ça c'est S1, ça c'est L5. Là, ici, c'est le disque. Donc la hernie discale, elle ne se verra pas sur les pondérations T1, enfin, elle pourra se voir, mais elle ne s'analyse pas de manière fine sur les pondérations T1. Pourquoi? Parce qu'on veut voir quel va être l'effet sur le canal médulaire, sur les racines. Et donc pour ça, on aura besoin de voir le LCR, donc pondération T2. Donc déjà, une pondération T1, on vous parle de hernie discale, méfiez-vous, mais effectivement, il n'y a pas de hernie discale. Une compression médulaire à l'étage L4, L5, alors ça c'est un beau piège, puisque à l'étage L4, L5, de toute façon, il n'y a plus de moelle, donc ce n'est pas possible d'avoir une compression médulaire. Donc effectivement, là ici non, par contre, là plus haut, il y a possiblement une compression médulaire, même si, attention, hein, sur cette image, on ne peut pas l'affirmer parce qu'on ne voit pas la moelle, hein, on passe par la vertèbre, on ne passe pas par la moelle. Voilà encore une séquence d'IRM médulaire. Il faut croire que ils ont particulièrement été friands de ça dans l'année 2016. Donc une IRM médulaire en séquence T2 réalisée en urgence, dont voici un des clichés. Donc effectivement, vous voyez ici que la graisse est blanche. Il n'y a donc pas de suppression du signal de la graisse, que le liquide au sein du LCR est blanc. C'est donc une pondération T2 sans FATSAT. Vous avez ici le signal normal des vertèbres et vous avez ici cette vertèbre qui est noire. Donc ça, c'est S1, ça c'est L5, L4, L3, L2. L2 est noir, L2 est diminué de calibre et L2 présente un recul du mur postérieur. Donc, proposition A, en regard de L2, un recul du mur postérieur, la réduction du calibre du canal médulaire. Oui, un hyposignal T2 en faveur d'une origine secondaire métastatique. Alors, l'hyposignal est effectivement en faveur d'un remplacement médulaire, puisque l'hypersignal global, ben, c'est simplement de la graisse liée à la moelle. Et là, le fait d'avoir du noir veut dire que vous n'avez plus de graisse liée à la moelle, et donc, a priori, s'il n'y a plus de graisse, c'est qu'il y a autre chose. Et cette autre chose, c'est probablement de la tumeur. Alors, est-ce que ça veut dire que cette tumeur, elle est métastatique? Bah, non. Alors, après, je ne sais pas le contexte, on va regarder rapidement. Faiblesse des membres inférieurs, impossibilité de marcher, gna gna gna, douleur dorso-lombaire, gna gna gna, ok. Examen clinique, syndrome pyramidal, touche rectale, prostate nodulaire dure, ok, donc a priori c'est un cancer prostatique. Est-ce qu'il y a des PSA quelque part? Non. Donc,
possiblement une métastase. Après, est-ce que c'est l'hyposignal T1 qui permet d'affirmer l'origine secondaire métastatique? Clairement pas. Donc cette proposition, elle est mal foutue, mais dans stricto sensu, elle est fausse, puisque c'est pas l'hyposignal qui permet d'affirmer le caractère secondaire. Une compression médulaire D10, non en D10, donc 2, 1, D12, D11, D10, D10, c'est normal. Une compression médulaire L2, oui, c'est ce qu'on vient de dire là-haut. Une hypodensité en T2 de la vertèbre en faveur d'une origine secondaire métastatique. Je bug, donc une hypodensité c'est en scanner, c'est pas en c'est pas en IRM, donc déjà je vois pas ce que ça veut dire, et puis c'est vraiment mais complètement con quoi. Donc ça de toute façon c'est faux puisqu'en séquence T2 il n'y a pas d'hypodensité, c'est des hyposignaux. Voilà, on a terminé avec le deuxième DCP et on va faire le troisième DCP de 2016. Bon, il n'y a pas beaucoup d'imagerie dans ce DCP. Et en fin de copie, il y avait zéro imagerie. C'est assez décevant. Voilà, on a fait 2016. Ça va durer largement plus de 40 minutes. Donc, on s'arrête là pour ce galop d'essai. Vous me dites si vous voulez qu'on continue les années suivantes en commentaire ou sur Twitter. Et si ça vous plaît, on continue. Qu'est-ce qu'il faut retenir rapidement de cela? Moi, ce que j'en retiens, c'est que la qualité de l'imagerie aux ECN, en tout cas dans les premières phases, elle était vraiment médiocre, mais vraiment médiocre. Que les questions d'imagerie n'étaient pas rédigées par des radiologues, ça se voit, c'est bourré d'approximations, de fautes, etc. Ça, je le sais, c'est des choses qui ont été corrigées par la suite, puisque le CERF, le Collège des anciens de radiologie de France, a été de plus en plus impliqué dans la rédaction et dans la réalisation de ces éléments d'épreuve. Donc là, 2016, c'est un peu décevant, mais j'imagine qu'avec le temps, ça s'est amélioré. En tout cas, on retient aussi que l'imagerie est fréquente, puisque vous avez vu, sur seulement un an, on va parler pendant presque une heure. Donc il y a beaucoup de choses. Vous avez vu que c'est des points qui sont en général assez faciles à gagner, puisque en dehors des petits pièges débiles ou des questions complètement à l'ouest, c'est de la logique, et de la logique pure. Donc il faut des connaissances d'anatomie, bien sûr, des connaissances basiques en imagerie, mais après en raisonnant avec de la logique, on y arrive. Voilà, donc à ne pas négliger pendant vos révisions. Bon courage à tous et à bientôt.